Bonsoir, il est exactement 20h à Libreville. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Comment trouver des mécanismes pour la gestion rationnelle des fonds alloués au Gabon en matière de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme au centre de discussion entre la société civile et le Fonds mondial de lutte contre ces fléaux. Religion, les archevêques, évêques, membres du conseil permanent de l'association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale réfléchissent sur un certain nombre de thématiques et défis liés à leur vie associative. Maya Medza vous fera le point dans ce journal. Enfin, à l'étranger, séisme en Turquie et en Syrie, le bilan s'alourdit. On note à ce jour plus de 11 000 morts. Vous aurez les détails de ce drame qui sévit dans ces deux États au cours de cette édition d'information. À l'intérieur du pays, en ouverture de cette édition d'information, les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles au centre médical de Minzik dans la province du Wellington. Et pour cause, l'étroitesse du bâtiment ne parvient plus à contenir le personnel soignant de plus en plus important et les malades, ils sont toujours en attente de la livraison de nouveaux bâtiments. Le point dans ce reportage de Curtis Obamdo, notre correspondant sur place. Délocalisé pour des raisons de travaux, le centre de santé de Minzik est actuellement réduit en un seul bâtiment. Ce bâtiment regroupe en son sein plusieurs services. Surpris en plein exercice, le médecin-chef du dit centre fait le point. Nous avons intégré tous les services dans ce bâtiment, notamment le pôle maternité. Donc on a un service de maternité, on a le service de l'hospitalisation qui est là, ou qui est constitué de 2 salles, avec une salle spécialement pour la pédiatrie et une salle pour la médecine générale, donc c'est-à-dire les adultes. Ensuite, on a une salle pour les urgences et 2 bureaux de consultation externes qui sont bien sûr utilisés par moi et la coopérante cubaine. Ensuite, on a un autre pôle par l'arrière où nous avons mis un bureau pour l'assurance maladie, donc la MGS, et un bureau de recouvrement et un secrétariat. Dévoué et passionné, Tobissi Aurel loue et soutient la bravoure de l'ensemble du personnel dont il a la charge à prester avec professionnalisme en attendant la livraison de l'hôpital. Mais nous faisons de notre mieux pour essayer d'améliorer les conditions de travail, les conditions d'accueil, bien sûr, de ces patients-là. Forcément, le confort ne sera pas le même parce que déjà l'hôpital, quand on a tout un hôpital, on a des bâtiments qui sont éclatés, on a plusieurs salles. Mais là, nous sommes sur un seul bâtiment, mais on fait les efforts afin que l'accueil soit quand même favorable. Mais quand même, les conditions sont plus ou moins favorables pour la guérison et le bon état des patients. Situé dans le département de Lokano avec ses 21 000 habitants, le centre médical de Minzik continue d'assurer plus d'une centaine de consultations par jour. Le chef de service reste optimiste pour la livraison du nouveau centre médical. Le récit de ce reportage était signé de Chimène Nindon, toujours en santé cette fois-ci à Libreville. Célébrée le 4 février de chaque année, la journée mondiale contre le cancer est consacrée à la prévention, la détection et le traitement de cette maladie. Le thème choisi cette année pour des soins plus justes à travers plusieurs activités, l'ONG ASAFAC a voulu donner une coloration particulière à la dite journée. C'est un reportage de Alexandre Bamdo. Améliorer leur image, reprendre et booster la confiance ou encore conserver leur dignité, voilà entre autres les objectifs visés par l'ONG ASAFAC lors de la journée internationale de lutte contre le cancer. Sport, soins de beauté, coiffure, dons de prothèses, autant d'activités qui ont marqué la dite journée. Situation qui n'a pas laissé insensibles ces femmes qui luttent contre le cancer. Ça fait du bien au corps, étant la personne qui est passée par la chimio, qui est passée par la radiothérapie et par l'ablation du sein total. Ces moments sont des moments qui nous relèvent un peu, ça nous fait du bien dans le corps parce que le sport, on en a besoin. On est trop resté cloué sur ces lits-là, disons le lit de la thérapie, de la chimio et ensuite de l'ablation totale du sein. Donc ces moments étant la journée du cancer, on dit du cancer, ça nous fait du bien
de faire ce sport-là, ça nous rend en forme. Pour lutter contre le cancer qui continue de faire des victimes, l'ONG AZAFAC est soutenue par les âmes de bonne volonté. Alors, déjà que nous faisons dans le relooking, tout ce qui concerne la beauté, nous sommes là un peu pour donner de l'espoir à ces malades-là, ces personnes qui sont atteintes du cancer, et de leur dire que la vie n'est pas terminée. Quelque chose de nouveau peut se passer et nous voulons leur donner du sourire. Donc nous venons pour les aider, les relooker et vraiment leur faire du bien. Occasion a été donnée à la présidente de la ZAFAC de revenir sur la spécificité des activités choisies. Comme activité, nous avons prévu une activité physique, l'activité physique. Nous avons également prévu l'intervention d'une diététicienne qui va expliquer aux dames comment bien manger et à moindre coût. Nous avons également le prêtre qui va parler de la spiritualité. Pourquoi? Parce que on a constaté que la maladie, c'est quelque chose qui entraîne une remise en question existentielle. Et très souvent, la seule issue, le seul recours, on sait déjà que le cancer est synonyme, pour beaucoup, cancer est synonyme de mort. Et en fait, la seule issue positive du cancer, quand j'entends par issue positive, c'est la guérison, c'est surtout sur le plan spirituel. Si en 2022, il était question de comprendre et de reconnaître qu'il existe des inégalités dans la prise en charge du cancer dans le monde entier, en 2023, il s'agit de réunir les populations afin de combattre ensemble ces fléaux et d'en limiter le nombre de décès. Toujours au volet santé, le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme était en conclave hier mardi avec la société civile gabonaise. Objectif de la rencontre, trouver des mécanismes pouvant permettre la gestion rationnelle des fonds alloués au Gabon pour la lutte contre ces fléaux. Retrouvons une fois de plus Alexandre Mbaoundou. Après plus de 10 ans de suspension de fonds pour le Gabon, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vient de décider à nouveau de soutenir le Gabon dans la lutte contre ces fléaux. Une décision saluée par la société civile gabonaise. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vient d'accorder à nouveau au Gabon le privilège d'être éligible pour accompagner la lutte contre le VIH et surtout le palu. Et continuer avec la tuberculose, c'est vraiment un honneur pour notre pays. Et nous espérons que les instances de coordination et tous les parties prenantes vont comprendre l'importance de ce don. Parce que le Fonds mondial ne prête pas, le Fonds mondial donne. Et laisse le pays lui-même élaborer ses priorités et les soumettre au Fonds mondial. La société civile souhaite être de plus en plus prise en considération au regard du rôle prépondérant joué par les communautés. Il n'y a pas de santé sans engagement de la communauté. Quelqu'un a dit, ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Donc nous sommes les bénéficiaires. La communauté, c'est la communauté qui vit la maladie, c'est la communauté qui est vulnérable, c'est la communauté qui a besoin de ces réponses. Donc on ne peut pas mettre en place un projet de réponse sans impliquer, n'est-ce pas, les communautés. Au regard des quelques incompréhensions entre le ministère de la Santé et les communautés, le Fonds mondial souhaite une réelle harmonie entre les deux parties. Non, c'est très important parce que les deux parties ont des rôles très importants à jouer et on doit apprendre à cohabiter pour avoir plus d'impact. L'un ne peut pas partir sans l'autre, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc c'est vraiment pour nous une occasion, surtout si le Fonds mondial vient, d'avoir moins de bruit, mais plus de collaboration entre les deux parties pour avoir plus d'impact. C'est la seule solution pour le way forward. Il faut dire que le cycle de financement du Fonds mondial s'étale sur 3 ans, un cycle qui correspond directement aux périodes de reconstitution des ressources. Au cours de chaque cycle de financement, le Fonds mondial alloue les fonds des donateurs aux pays admissibles.
Retour dans le septentrion pour parler de la lutte contre l'insalubrité. Le gouverneur Jules Djeki et la direction générale des travaux publics du Wellington ont lancé l'opération Libérer les trottoirs. L'objectif de cette action vise l'assainissement de la ville, candidate au concours de l'arrondissement le plus propre lancé par les autorités gabonaises. Modeste Mbazagoy pour le récit. L'opération Libérer les trottoirs, lancée par la Direction générale des travaux publics sous l'autorité du gouverneur de la province du Wellington, est effective. Camions, chargeurs, bulles sont déployés pour la destruction des maisonnettes et autres étals encombrant les trottoirs. Une opération supervisée par les forces de l'ordre et de sécurité qui a pour objectif de rendre plus attrayant la ville d'Oyem. Bien sûr que la population, d'autres sont contents et d'autres sont mécontents. Mais moi, en tant que taximan dans ma propre ville, je suis très content pour une bonne visibilité de la ville. Et j'ai peur que nous avons des problèmes. Regardez le marché de Mbouema, comment c'était avant. Aujourd'hui, c'est propre. Pour nous, les taximans, on a une bonne visibilité. On prend bien nos clients, on est à l'aise, il n'y a plus d'attroupement. C'est la saleté. Il faut enlever la saleté dans la ville pour laver notre image en tant que Gabonais. Si certains approuvent cette action qui s'étendra dans l'ensemble de la capitale provinciale, d'autres manifestent leur regret à cette action qui vient mettre en difficulté des pères et des mères de famille. Quand il faut apprécier, on apprécie. Moi, je pense que l'opération est louable. Mais seulement, est-ce qu'ils ont été prévenus? Est-ce qu'ils ont été avertis? On ne sait pas. Les agents des municipalités sont soupçonnés de laisser les commerçants occuper illégalement l'espace communal. Les maires ont eu tort de laisser ces gens là-bas investir sur les trottoirs. Ils sont contentés d'abord de l'argent, les 500 jours. Mais aujourd'hui, on leur dit de les libérer sans être avertis. Monsieur, c'est des pères de famille. Les pères de famille, est-ce qu'ils ont prévu un endroit pour ces gens-là? Oyem, vainqueur de la dernière édition du concours de l'arrondissement le plus propre, attend par cette opération conserver sa couronne. Présidentielle 2023, SOS Prisonniers Gabon appelle à enrôler les détenus ayant droit de vote. Un courrier a été adressé à cet effet au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Quel prisonnier est éligible au vote et qui ne l'est pas? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président de SOS Prisonniers, Lionel Ngonga. Et là, Lionel Ngonga est là, bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous parlons justement du droit de vote des détenus au Gabon, qui cette année justement vous militez pour que ces derniers trouvent justement cette possibilité de s'inscrire, également de pouvoir effectuer leurs droits civiques cette année. D'entrée de jeu, qui est éligible en termes de prisonniers, qui est éligible, qui est candidat à pouvoir voter, qui ne l'est pas? Pour répondre à votre question, l'article 26 du Code électoral nous dit que les détenus condamnés pour des faits criminels ne sont pas éligibles. Les détenus condamnés pour les faits de vol, d'abus de confiance, escroquerie ne sont pas éligibles. Il faut dire également que ces peines soient au minimum 3 mois. Donc, en dessous de 3 mois, les prisonniers condamnés sont éligibles. Et n'oubliez pas que la population carcérale au Gabon est peuplée par un grand nombre de prisonniers en détention préventive, c'est-à-dire en attente de jugement. Plus de 3 quarts de la population carcérale. Et tous ces détenus qui sont en attente de jugement ont le droit de voter. Ils sont éligibles à être un candidat à une élection dans notre pays. Il faut savoir que, bien qu'ils sont privés de liberté, ils n'en demeurent pas moins qu'ils restent citoyens. Par conséquent, ils ont leur mot à dire dans la gestion publique de notre pays. Ils doivent exprimer leur choix des futurs dirigeants de notre pays. Raison pour laquelle, depuis le lundi 6 février, l'association SOS Prisonniers a déposé un plaidoyer auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous espérons que ce plaidoyer va être reçu de la part du ministre et d'ici quelques temps, il ne manquera pas d'appeler tous les acteurs, toutes les parties prenantes afin que nous puissions nous asseoir et trouver des mécanismes pour permettre que le droit de vote des prisonniers soit applicable, soit respectable. Parce que l'article 99 du Code électoral nous dit déjà que les détenus en détention préventive peuvent voter par procuration.
Ce texte existe depuis, mais qui n'est jamais appliqué. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre ignore leurs droits. Donc c'est pourquoi nous avons proposé qu'on doit commencer par sensibiliser les détenus, identifier les détenus qui ont le droit de voter. Et il y a aussi un autre aspect. En milieu carcéral, certains sont partis étant mineurs, mais qui aujourd'hui se retrouvent au-delà de 18 ans, qui ont déjà l'âge de prendre part à une élection, qui n'ont jamais été enrôlés. Donc ce serait l'occasion pour ces derniers de s'enrôler pour la première fois. D'autres aussi, si vous permettez, je termine sur cette étape. D'autres, par exemple, pendant la dernière élection de 2016 présidentielle, ils ont voté peut-être à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, ils se trouvent incarcérés à la prison centrale. Donc, ils doivent effectuer un basculement, changer les centres de vote. Voter désormais à Libreville, à Huisson, que de l'intérieur du pays. Ceci s'applique également pour les détenus de l'intérieur du pays. Parce que comment va faire le détenu de la prison de Makokou, le détenu de la prison de Tubanga pour prendre part au vote? Depuis quand est-ce que vous avez entamé cette démarche-là de militer justement, ce qui concerne surtout le droit de vote? Depuis quand est-ce que vous avez entamé cette démarche que vous avez annoncée lundi dans le plaidoyer que vous avez adressé au ministre de l'Intérieur? Donc c'est un travail que nous avons commencé depuis l'année dernière, mais on attendait de réunir un ensemble d'éléments afin de lancer notre plaidoyer. Et cela, il a été lancé lundi 6 février. Je profite de l'occasion pour remercier la chaîne TV+, parce que vous participez également à valoriser les droits de ces personnes incarcérées. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas un peu trop tard? Parce qu'aujourd'hui, justement, militer en ce qui concerne le droit de vote de ces prisonniers, vous savez quand même que le processus serait assez particulier, sinon pour les personnes qui s'occupent des prisonniers, notamment le pénitencier, avec le fait qu'il faut d'abord relever, sinon faire, si vous voulez, une étude de toutes ces personnes-là qui sont en détention préventive, le temps de les insérer sur la liste électorale et tout cela. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec le temps que nous avons, puisque l'élection, c'est d'ici au moins le mois d'août, est-ce qu'il ne sera pas un peu trop tard de faire un recensement dans toutes les prisons du Gabon, inscrire ces prisonniers dans la liste électorale pour les permettre finalement de voter? Non, avec le temps qui nous reste, nous pensons que le temps est largement suffisant. Et comme on le dit souvent, gouverner, c'est prévoir. SOS prisonniers n'invente rien sur le droit de vote des prisonniers. C'est inscrit sur notre code électoral. C'est nos gouvernants qui devaient prendre depuis des mesures afin que celles-ci soient appliquées. Donc, il nous reste plus ces 5 mois. Tout peut être encore fait. Il y a un fichier des prisonniers qui existe au niveau de l'administration pénitentiaire. Il faudrait simplement que toutes les parties font jeu. Par exemple, SOS prisonniers. Depuis le mois de mai 2022, nous avons interdiction d'accéder à la prison centrale. Alors, comment on va faire pour faire passer le message auprès des détenus si on nous refuse à chaque fois l'accès parce qu'on a dénoncé certains comportements contraires à la loi? Alors, si votre courrier recevait un avis favorable du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, quel serait finalement, on va dire, comment va s'organiser le scrutin à l'intérieur justement des univers carcéraux au Gabon? Comment va se passer ce scrutin-là pour les prisonniers? Le roulement du scrutin, nous avons fait des propositions au ministre d'État, le ministre de l'Intérieur. C'est pourquoi nous avons dit qu'il serait opportun que nous puissions nous asseoir tous afin de définir les mécanismes qui pourraient être propices pour le scrutin. Nous avons proposé au ministre de l'Intérieur que les détenus peuvent voter par procuration, certains, d'autres peuvent voter par correspondance, c'est-à-dire on a connu au Gabon ici autrefois les militaires qui votaient avant le jour du scrutin. Ceci peut s'appliquer pour les détenus. Et nous avons également demandé qu'on puisse mettre des bureaux de vote au sein des prisons du Gabon. Et SOS prisonniers est entièrement disponible pour prendre part à ce scrutin, pour surveiller, pour sensibiliser les détenus, leurs droits. Et certains parmi ces prisonniers sont illettrés. Donc pour la procuration, ils ne pourront même parce qu'ils ne savent pas comment ce mécanisme fonctionne. Est-ce que ce sera vraiment un vote fiable, c'est-à-dire le vote par correspondance, par procuration, comme vous dites? Est-ce que vraiment ce type de vote peut être vraiment de vote fiable? Bon, nous pensons que ça peut être fiable parce que c'est prévu. Le Gabon n'est pas le premier pays où les détenus pourraient voter par procuration. On a le cas du Burkina Faso, l'Afrique du Sud, depuis 2014, les prisonniers votent. En Zambie, depuis 2020, dans presque tous les pays d'Afrique, les droits des prisonniers sont respectés, sauf en Afrique centrale. Donc je pense que le Gabon peut être en tête des droits des prisonniers au niveau de l'Afrique centrale. Et nos autorités ont tout à gagner à faire respecter, à faire appliquer ces droits en milieu carcéral. Alors, si votre plaidoyer n'était pas justement reçu par le ministre de l'Intérieur, quelle serait votre prochaine étape, sinon votre prochaine stratégie pour faire en sorte justement que ces derniers puissent voter en 2023? Bon, au moment opportun, nous allons nous réunir, les membres de l'association SOS prisonniers, et définir la stratégie ensemble. Donc, nous croyons que ce courrier va être reçu et nous allons nous asseoir pour définir les prisonniers doivent prendre part au vote.
nous sommes entièrement optimistes. Nous croyons que nos gouvernants ont la volonté, le respect des droits humains. Et il faut savoir aussi que depuis 2020, le Gabon préside le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc ce serait un très bon point pour nous de montrer que les détenus au Gabon prennent part au scrutin. Ça fait des bons élèves pour le Gabon en matière de droits de l'homme. Le contraire serait une tâche noire pour nous. Alors, Lionel Ngonga est là, vous avez là l'opportunité de vous adresser de manière visible par cette plateforme au ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez fait par courrier. Nous vous donnons l'opportunité de le faire. Merci, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous osons espérer que vous avez reçu notre courrier. Nous sommes simplement en attente de la suite pour que nous puissions nous asseoir, toutes les parties, le ministre de la Justice, l'administration pénitentiaire, les autres acteurs de la société civile, afin que nous puissions définir les mécanismes de scrutin en milieu carcéral. Lionel Ngonga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information dans le cadre de l'entretien de 13h avec Pascal Nkoulou du Bloc démocratique populaire. Il s'est prononcé sur la formation et l'installation du centre des organes de CGE. Il était face à Roland Djakou de notre rédaction. Je vous propose de suivre un extrait. Le ministre n'a pas fait de choix. Le ministre a réglé une situation qui visiblement a été laissée pendante par les responsables politiques de l'opposition. Il leur a été demandé, après un délai régulier de 72 heures, de soumettre au ministre une liste unique de l'opposition. On lui en a envoyé 2. Dans cette situation, que voulez-vous qu'il fasse? Il procède donc à une sorte de panassage pour aller à l'essentiel, à l'efficacité. Justement, il y a un moment où vous venez de dire que ce sont des questions qui peuvent être revues au cours de la concertation. On en a là une opportunité de dire, bon, on constate qu'il y a eu telle situation, pendant les concertations, revenir sur cet état de choses pour améliorer, du moins au niveau de l'opposition, le choix qui pourrait être porté sur le membre. Vous savez, le choix des membres, qu'il soit de la commission d'OC ou de la commission des choix, ne détermine pas l'efficacité du fonctionnement du séjour. Il s'agira en plus qu'il y ait des candidatures. Des candidatures qui sont le fait des partis politiques dans chaque camp. L'opposition soumettra des listes, des noms, la majorité soumettra des noms. Ce sont ces gens qui auront la charge de gérer le centre gabonais des élections. Pour l'instant, on est à mettre en place les mécanismes de choix pour ces différentes personnes. Je crois donc qu'il faut parfois aussi faire preuve de souplesse. On ne peut pas à chaque fois rendre rigides les mécanismes pour après s'interroger sur le fait que les choses ne marchent pas. On a une concertation qui devrait démarrer le 13 février. À partir de ce moment, le ministre de l'Intérieur veut bien présenter aux différents responsables qui vont travailler dans le cadre de la concertation, les membres du Centre gabonais des élections, leur mission, pour qu'en cas de besoin, comme je l'ai déjà dit, on puisse appeler soit le président pour lui dire, bon, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est comme ça que les choses se font, ou que les choses devraient se faire comme ça. Si on va aller à l'efficacité, il s'agit de mener une réflexion à la fois technique sur la forme, mais également dans le fond. Il faut, moi je pense, il faut qu'il y ait des personnes habilitées, capables de répondre sur les attentes, parce qu'évidemment, ces gens vont là-bas pour répondre à des missions précises. La 8e Task Force de Gabon Égalité s'est tenue cet après-midi, co-dirigée par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, et le premier ministre chef de gouvernement, Alain-Claude Billy-Binzé. Il s'est agi de faire le point sur les avancées inscrites dans le programme de Gabon Égalité qui assure une meilleure protection juridique des femmes et les protège contre toutes sortes de violences. De précision dans ce reportage de Priska Mugula de la presse présidentielle. La réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon, la question est toujours d'actualité et réunit à nouveau le comité de pilotage de la Task Force Gabon Égalité, co-présidé par la première dame Sylvia Bongo Ondimba et le chef du gouvernement Alain-Claude Billy-Binzé. Cette 8e Task Force est donc l'occasion pour les membres du gouvernement, les experts et les partenaires au développement de faire le point. La 8e Task Force a permis de faire le point sur l'état d'avancement du programme Gabon Égalité. Et donc, on a pu en revue l'ensemble des actions, sinon des mesures qui sont contenues au titre du programme Gabon Égalité. Et nous notons une satisfaction compte tenu de l'état d'avancement qui a été présenté par l'ensemble des sectoriels, passant du ministère de l'Intérieur jusqu'au ministère de l'Éducation nationale,
une bonne exécution des mesures a été remarquée et des encouragements ont été donnés à l'ensemble des ministères sectoriels pour que 2023, nous puissions accélérer la cadence. Le programme Gabon Égalité, ce sont des actions fortes qui participent à la réduction des inégalités sociales, mais aussi aux inégalités basées sur le genre, tant dans le domaine de l'éducation qu'au niveau des actes administratifs avec l'établissement des actes de naissance aux enfants apatrides. Les actions vont se poursuivre. Il faut aussi retenir qu'il y a eu la maison d'accueil qui a été ici inaugurée en novembre dernier et qu'il y a déjà un résultat satisfaisant au regard de l'ensemble des actions qui ont été menées et le nombre d'enregistrements par rapport au numéro 1404 qui montre effectivement que les violences sont bel et bien là. La tontine digitale est une dynamique stratégique dans la réduction des inégalités hommes-femmes qui découle de l'axe 5 de l'ambitieux programme Gabon Égalité et soutenu par les partenaires au développement. La tontine digitale, nous l'avons appuyée en faisant une étude préliminaire, en finançant une étude préliminaire qui servait à identifier l'implication des femmes dans les associations au niveau des communes de Libreville. Donc les résultats préliminaires montrent qu'il y a une forte implication des femmes dans les associations et que ces associations ont déjà des tontines. Donc le concept de tontine est là et que ces tontines sont payées. Ils utilisent déjà les moyens électroniques. Donc les paiements digitaux, déjà le concept existe. Donc la tontine digitale aura un ancrage dans ces associations. La promotion des droits des femmes et la réduction des inégalités hommes-femmes représentent un enjeu majeur pour le développement socio-économique du Gabon. Avec ce programme, Gabon Égalité assure les droits des femmes et protège ces dernières contre toute forme de violence. Le dialogue national de la jeunesse est tenu ce mercredi à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. L'initiative du Conseil national de la jeunesse est en prélude à la concertation nationale lancée par le chef d'État lors de son discours à la nation, concertation qui aura d'ailleurs lieu le 13 février prochain. Des précisions dans cet élément de Jessica Andjoa. C'est un rassemblement de connaissances, de propositions d'idées, mais surtout d'échanges d'expériences. Un événement organisé par le Conseil national de la jeunesse. Il faut dire que c'est un prélude à l'organisation du 13 février prochain de la concertation politique organisée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, que les jeunes du Gabon ont décidé de se réunir afin de mettre sur un document cadre leurs attentes, leurs besoins et leurs aspirations. C'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous trouvons ici pour mettre en musique ces besoins et ces attentes de ces jeunes-là que nous soumettrons aux autorités compétentes afin de prendre en compte ces besoins-là. Alors je peux dire que je suis satisfaite parce qu'il était temps. C'est le moment pour nous, les jeunes, de marquer notre présence dans notre pays. C'est l'occasion pour nous de discuter des problèmes de notre pays, de proposer des solutions, de proposer des pistes pour qu'on puisse enfin avoir notre place dans notre pays. Le Conseil national de la jeunesse est une plateforme qui réunit en son sein plusieurs leaders syndicaux qui militent pour la paix à quelques mois des échéances électorales. L'idée de cette rencontre est justement de mettre toute la jeunesse ensemble, de fédérer la jeunesse afin de réfléchir ensemble sur ce que nous voulons de notre jeunesse en matière de participation citoyenne et politique dans notre pays. Comme vous le savez, le président de la République a appelé à une concertation politique et nous pensons que les jeunes que nous sommes, nous représentons 70% de la population. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette concertation-là. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette réflexion qui va certainement donner les grandes lignes de la vie politique de notre pays alors que nous constituons la plus grande frange de cette population-là. À partir de cet instant, nous pensons, nous croyons et nous demandons humblement au président de la République de nous intégrer dans cette réflexion parce que le Gabon d'aujourd'hui, c'est nous également.
et nous voulons apporter une pierre à l'édifice pour participer efficacement à la transformation de notre pays. Réunir toutes les forces vives de la nation afin d'apporter sa part à l'édifice constitue l'enjeu majeur de ce Conseil national de la jeunesse. La suite de cette édition d'information à l'étranger, religion précisément, début des travaux du Conseil permanent de l'ECERAC, débuté hier dans la capitale du Congo. L'objectif était de réfléchir sur plusieurs thématiques et les défis liés à leur vie associative. Maya Meza nous donne plus de détails dans cet élément. Regardons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Ce conseil permanent est le tout premier qui intervient après l'assemblée plénière tenue à Mongomo, en Guinée équatoriale en juillet 2022. Une thématique qui a porté sur le phénomène d'immigration des jeunes du camp d'Afrique centrale. Vous conviendrez avec moi que ces assises ne peuvent pas ne pas revenir sur certains aspects, mieux sur certaines résolutions prises à l'issue de la dite Assemblée. En dehors de la rétrospection sur la dernière Assemblée plénière, les archevêques et évêques réunis en conseil ont également réfléchi sur un certain nombre de thématiques et défis liés à la 13e Assemblée plénière de la CIRAC qui se tiendra au Tchad. Nous pensons pouvoir donner des réponses plus acceptables aux uns et aux autres membres de notre organisation sous-régionale. Et je crois que surtout notre préoccupation c'est notre statut, puisque nous avons révisé les statuts et envoyé pour approbation à Rome et nous en attendons la suite. Il y a aussi les changements au niveau de notre université, l'UCAC. On a reconduit le recteur et nous avons procédé à des nominations de directeurs et je crois que c'est le renouvellement qui continue. Et nous avons aussi en perspective les nouveaux instituts qui s'ouvrent, notamment les deux du Tchad, de l'élevage et de les sciences de l'éducation. Donc nous avons vraiment un éventail de sujets qui sont restés en rade à Mongomo. Et nous avons les perspectives d'avenir également d'extension de notre université dans d'autres pays de la sous-région. Les travaux, ouverts par les allocutions du secrétaire général et du président de la CIRAC, les évêques membres du conseil permanent planchent notamment sur la mise en place d'une bonne stratégie relative à l'organisation de l'assemblée plénière à venir, qui demeure au centre des débats. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Toujours à l'étranger, le séisme qui sévit en Turquie et en Syrie, le bilan s'alourdit. On note à ce jour plus de 11 700 victimes. Les secouristes font les pieds et les mains pour secourir les survivants 2 jours après le terrible séisme qui a frappé ces deux États. Le récit dans ce reportage de Maya Meza. Dans un froid glacial, les sauveteurs mènent une course contre la montée pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 survenu lundi à l'heure et qui a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine. Le mauvais temps complique la tâche des secours et le ministre turc de l'Intérieur a averti mardi que les prochaines 48 heures seraient cruciales pour retrouver les survivants. La ville est à terre, noyée dans un épais nuage de poussière dû aux engins de déblayement qui fouillent les décombres. À perte de vue, ce ne sont qu'immeubles effondrés ou partiellement écroulés. L'aide internationale a commencé à arriver mardi en Turquie, où un deuil national a été décrété pour 7 jours. Le décompte officiel des morts s'y établit pour le moment à 6 757 000. Il s'agit d'ores et déjà du pire bilan que la Turquie ait connu depuis 1999, lorsque 17 000 personnes avaient péri, dont 1 millier à Istanbul. En Syrie, 2 747 000 morts ont été recensés à ce stade. Le bilan devrait grimper considérablement, car des centaines de personnes restent piégées
sous les décombres, selon les casques blancs volontaires de la protection civile dans les zones rebelles. De part et d'autre de la frontière turco-syrienne, on s'active pour tenter de sauver des vies. Côté syrien, un nouveau-né a été sorti vivant avec des décombres. Cette petite fille était encore liée par le cordon ombilical à sa mère, morte comme tous les membres de la famille. 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables, a mis en garde l'Organisation mondiale de la santé. Les premières équipes de secouristes étrangers sont arrivées mardi, selon le président turc, qui a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois dans les 10 provinces touchées par le séisme. 45 pays ont proposé leur aide. En Syrie, l'appel lancé par les autorités de Damas a cependant surtout été entendu par son allié russe. Selon l'armée, plus de 300 000 militaires russes sont déjà sur les lieux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programmes sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.